le savez, J.D. Vance est le colistier de Donald Trump. Il a été présenté par Donald Trump lors de la convention républicaine de Milwaukee la semaine dernière. Hein, on a encore ce sentiment que c'était il y a 10 ans, donc c'était la semaine dernière. Donald Trump l'a très clairement présenté comme un héritier quelque part de ce mouvement MAGA qu'il a créé autour de sa personne. Et donc, c'était important de montrer que c'est un mouvement qui aura une continuation après Donald Trump, même s'il n'est pas prêt à laisser sa place tout de suite. Donc, il y avait cette volonté-là, en ayant cherché non pas un VP qui aille s'adresser à une partie de l'électorat que Trump a besoin de venir gagner pour aller au-delà des 46-47% qui sont son score habituel. C'est celui qu'il a eu en 2016, c'est celui qu'il a eu en 2020. Donc on n'est pas venu chercher une Nikki Haley, on n'est pas venu chercher un Marco Rubio qui permettait justement d'aller ouvrir. On n'est pas venu chercher le gouverneur du Dakota, Burgum. On est venu prendre du côté de Donald Trump pour différentes raisons. On est venu prendre J.D. Vance. Parmi les raisons, c'est qu'il y avait un soutien fort de J.D. Vance du côté de son fils, du côté de Don Jr., qui connaît Vance depuis plusieurs années. Il y avait un soutien fort de J.D. Vance du côté de Tucker Carlson. On a vu Tucker Carlson extrêmement présent et enthousiaste pendant cette convention-là, avec le discours de dire que de montrer, de choisir Vance, c'était aussi de montrer la confiance en la victoire, en disant, écoutez, on est tellement certain qu'on va gagner en novembre, qu'on n'a pas besoin d'aller séduire à côté. On va faire ce choix d'aller choisir quelqu'un dans notre camp qui parfois a des positions encore plus extrémistes que Donald Trump. Je vous rappelle qu'il y a un organisme aux États-Unis qui note justement en termes de position conservatrice, donc à la droite, et libérale à la gauche, et J.D. Vance est considéré comme plus radical encore que Donald Trump, de manière factuelle. Donc, il y avait ce choix de dire, regardez, nous, on n'en a rien à faire, on ne va pas aller chercher ailleurs, on va gagner, c'est ça. Et puis surtout, et je crois que c'est l'explication numéro 1, parce que ce qu'on est en train de découvrir avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire cette vague de mini-scandales autour de J.D. Vance, le fait qu'il est en train de devenir un véritable boulet pour Donald Trump et peut entraîner Donald Trump dans sa chute. C'est pour ça que il y a une véritable question légitime à avoir sur le fait si Donald Trump va se séparer de J.D. Vance. C'est suggéré par certains républicains désormais. Ça a été écrit noir sur blanc dans le Wall Street Journal ces derniers jours. Le Wall Street Journal, je vous rappelle, c'est un quotidien qui appartient à Rupert Murdoch, qui est aussi le propriétaire du New York Post et qui est aussi le propriétaire de Fox News. Donc c'est vraiment un axe extrêmement important qui a un poids énorme au niveau du parti républicain. Et donc la question se pose parce qu'il y a le risque que Vance entraîne Trump dans sa chute, et je vais vous raconter comment. Et donc on apprend ces derniers jours que en fait il y a eu un mouvement de fond dans les dernières journées avant l'annonce de la candidature de J.D. Vance, d'empêcher Trump de choisir J.D. Vance, qui est venu non pas de son entourage proche, non pas de sa famille, parce que sa famille et Tucker Carlson étaient complètement pour la candidature de J.D. Vance, mais est venu par exemple d'autres élus comme Lindsey Graham. Gardez le nom en tête parce que tout à l'heure, on va voir Lindsey Graham qui a été obligé ce week-end de venir à la défense de J.D. Vance. Imaginez ce qu'est la politique, hein, c'est aussi une réalité de la politique, c'est que jusqu'à la veille de la convention
vous tentez de convaincre. Il y a entre autres, je crois que c'est le Washington Post qui a raconté qu'il avait utilisé tout un transfert en jet, dans l'avion privé de Donald Trump pour tenter de convaincre Donald Trump qu'il ne fallait pas choisir J.D. Vance, qu'il fallait élargir la base et que 10 jours après, vous êtes dans les médias obligé de venir de défendre ce choix auquel vous ne croyez absolument pas. Et donc on sait désormais qu'il y a eu plusieurs personnes du Parti républicain qui ont tenté, jusque dans les dernières heures, à faire changer d'avis Donald Trump, qui ne voulait pas, de multiples raisons. Entre autres, Donald Trump qui est souvent plus ce qui a été sa force très souvent, mais qui est aussi son échec, qui souvent agit en voyant la campagne et la présidence américaine comme une espèce d'émission de télé-réalité dont il serait le producteur, et il croit beaucoup à ses instincts de producteur en disant « ce sont ces instincts de producteur qui m'ont fait obtenir ce succès massif avec The Apprentice, donc je vais utiliser ces mêmes intuitions, et son instinct aujourd'hui c'est de dire mais regardez comme J.D. Vance passe très bien à la télévision. Oui, J.D. Vance passe très bien à la télévision, mais par exemple, on l'a vu, il est très mauvais en meeting de campagne. Il n'arrive pas à connecter, avec la foule, c'est un handicap. Mais je pense que la première raison du choix de J.D. Vance de la part de Donald Trump, c'est l'argent. L'argent, on va retourner quelques semaines en arrière, parce que c'est un sujet qu'on a énormément traité à la chute, était un véritable problème pour Donald Trump. Si vous vous en souvenez bien, sa campagne était au bord de la faillite. Pourquoi ? Parce que la quasi-totalité des dons, et ils étaient majeurs, levés par Donald Trump, n'étaient pas utilisés pour la campagne, mais étaient utilisés pour payer les frais judiciaires, les experts, etc., etc. Et donc, on a assisté pendant cette période à des tentatives de Donald Trump de venir lever de l'argent. On a eu cette vidéo, cet enregistrement audio qui est sorti d'une réunion à Mar-a-Lago où Trump avait invité tous les directeurs, les lobbyistes de l'industrie pétrolière en leur faisant une proposition, en leur disant voilà, mettez $1 milliard sur la table, permettez-moi d'être élu en novembre, et une fois que je deviens président, je vais m'assurer que tout ce qui est régulation aille dans votre sens, et que l'on supprime toutes les lois qui limitent la pollution, etc. Mais donnez-moi $1 milliard. Cette offre de Donald Trump n'a pas été, en tout cas de ce que l'on sait, n'a pas été prise par l'industrie pétrolière, et donc il a dû se retourner vers autre chose. Et aujourd'hui, une source essentielle du financement politique aux États-Unis, c'est la Silicon Valley et tout ce qu'on appelle les fameux crypto boys, les garçons crypto, qui sont tous ces hommes d'affaires à la Elon Musk, à la Peter Thiel, à la Anderson, qui ont investi dans la crypto-monnaie, dans le bitcoin, etc., il y a plusieurs années, et qui aujourd'hui se retrouvent avec des fortunes majeures. Et ces gens-là, un Peter Thiel par exemple, c'est quelqu'un qui avait massivement investi dans la campagne de Trump en 2020, et qui avait dit, après 2020, pour différentes raisons, et entre autres le 6 janvier, avait dit qu'il n'investirait plus d'argent dans la politique américaine. C'était pareil, Elon Musk se faisait tirer les oreilles pour investir de l'argent. Et le point commun de toutes ces personnes-là, c'est J.D. Vance. Parce que J.D. Vance, c'est quelqu'un qui vient
de ce monde-là. C'est quelqu'un qui vient de la Silicon Valley, après son parcours dans l'Ohio. C'est quelqu'un qui vient de la Silicon Valley, qui a créé différents fonds d'investissement, dont certains avec des personnes dont je vous ai cité. Il a un fonds d'investissement où il est associé, par exemple, avec Vivek, donc l'ancien candidat républicain à l'investiture. Et donc, J.D. Vance est le candidat de ces personnes-là, de ces individus-là, qui sont extrêmement riches, qui sont milliardaires et qui, aujourd'hui, voulaient que leur vision du monde, pensez à celle racontée tweet après tweet par Elon Musk, soit représentée au sommet du pouvoir. Et quand je vous parle du sommet du pouvoir, c'est extrêmement important de se dire, voilà, Donald Trump a 78 ans. C'est la même question que l'on avait lorsque, en 2020, Joe Biden a été élu. Ils avaient à peu près le même âge. Il avait 78 ans à l'époque, de se dire, s'il ne termine pas son mandat, c'est son vice-président qui va le remplacer, c'était Kamala Harris. Et donc aujourd'hui, c'est de se dire, si Donald Trump est élu et ne termine pas son mandat, c'est J.D. Vance. Et donc, pour cette industrie-là, pour ces hommes d'affaires-là, qui avaient expliqué publiquement dans les derniers mois, Musk a fait les mêmes déclarations que Peter Thiel, qu'il ne viendrait pas soutenir financièrement la campagne de Donald Trump, qu'il ne viendrait pas investir de l'argent dans la campagne de la campagne électorale. D'un coup, l'option d'avoir leur représentant sur le ticket, J.D. Vance, a changé la donne. Et ils ont annoncé, il y a eu plusieurs rencontres à Mar-a-Lago, entre autres, mais pas que, avec plusieurs intermédiaires avec ces groupes-là, en disant, voilà, si c'est J.D. Vance qui est sur le ticket, on va soutenir financièrement la campagne de Donald Trump. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au lendemain, parce qu'ils se méfient de Donald Trump, donc ils ont attendu que la demande, la nomination soit officielle. Au lendemain de la demande, on a appris que Elon Musk versait 45 millions de dollars, donc on va jouer avec les mots ici, ces 45 millions de dollars par mois ne sont pas versés directement à Donald Trump, mais sont versés à une super PAC que Elon Musk a créée, qui vient aider les candidats républicains, dont Donald Trump. Donc ça représente environ 150 millions de dollars. On a appris que Peter Thiel, qui a toujours financé les campagnes de J.D. Vance, venait changer d'avis, et après avoir annoncé qu'il ne soutiendrait personne lors de l'élection, vient d'apporter son soutien financier à Donald Trump. Et on se rend compte que 2 ou 3 autres milliardaires de ce même groupe, de ces Crypto Boys, ont annoncé la même chose en venant entre autres donner de l'argent à la Super PAC créée par Elon Musk. Donc du coup, pour moi, c'est la véritable raison du choix de J.D. Vance, c'est que ça permet un afflux financier de au moins un demi-milliard de dollars, un demi-milliard de dollars pour Donald Trump, à un moment qui est extrêmement important. Je vous ai expliqué plusieurs fois que il y a 2 modèles de mener la campagne. Il y a celle qui est utilisée par le Parti démocrate, c'est-à-dire de recruter des volontaires. On l'a vu avec ce qui se passe cette semaine avec Kamala Harris et les 170 000 volontaires. Il y a cette volonté de s'installer sur le terrain, d'ouvrir des permanences, de faire du porte-à-porte en amont, pour être certain que les gens s'habituent à vous voir et vous font confiance. Et puis, il y a la deuxième stratégie, qui est celle choisie par Donald Trump, qui est de dire, ok, non,
Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va pas faire ce travail en amont qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup de ressources qu'on n'avait pas à ce moment-là, parce que tout l'argent partait pour les affaires judiciaires. Mais ce qu'on va faire, c'est que on aura cet argent d'ici le mois de septembre, et au lieu d'avoir des volontaires, on va payer des gens pour aller faire ce travail-là. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir ces 500 millions de dollars promis par l'entourage de J.D. Vance. Les gens qui ont fait J.D. Vance, qui est passé, vous le savez, d'un never Trumper, d'une opposition à Trump à une position d'être aujourd'hui son VP, c'est de se dire, voilà, on va l'avoir sur le ticket, on va l'avoir à un souffle de la Maison-Blanche, et en échange, on va mettre 500 millions de dollars. Donc voilà, c'était une longue introduction pour que vous ayez tous les éléments, le contexte, pour voir ce qui est important et quels sont vraiment les enjeux. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, avant de poursuivre, je voudrais remercier Mamie Nanou. Salut Mamie Nanou, ça fait longtemps que je n'ai pas nourri le non-nain. Merci, merci beaucoup de ton super chat et de ton soutien. Merci, c'est très apprécié. Également Daniel avec son super sticker habituel, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup Daniel, et merci également pour son super sticker à Johan. Merci tout le monde. Merci aussi Anne-Lise pour un nouvel emoji de canapé. On va venir aux histoires de canapé. Ce que je viens de vous raconter sur J.D. Vance, c'est peut-être aussi pourquoi, lorsque Donald Trump fait sa première intervention télé après la convention, avec J.D. Vance, lorsqu'il passe sur Fox News, lorsque on lui demande pourquoi il a choisi J.D. Vance, finalement, il a peu d'arguments à donner. C'est assez flagrant quand on voit, j'ai regardé les 8 minutes de l'intégralité de la vidéo, il a peu d'arguments, et donc traduit en langage Trump, ça devient le premier argument mis en place par Trump, c'est j'ai choisi J.D. Vance parce que il m'aime, il m'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est peut-être un de ceux qui m'aiment le plus. On écoute Donald Trump. Why did you pick J.D. Vance? We've always had a good chemistry, and originally J.D. was probably not for me, but he didn't know me. And then when we got to know each other, he liked me maybe more than anybody liked me, and he would stick up for me, and he'd fight for the worker as much as I fight for the worker. We just had an automatic chemistry. And I actually endorsed him in Ohio for the Senate, and he ended up winning against a very tough field. And he wrote a book which was a classic, as you know, and it was all about the working men and women and how they aren't being treated fairly, and he was right about that, and I understood that maybe better than anyone else. And we just have had a great relationship. And he had serious competition. We had tremendous people, all of them, every one of them. You beat out a lot of very important people. Very impressive people. Voilà, c'est bien du pur Donald Trump. Lorsqu'on lui pose une question sur quelqu'un d'autre, il parle de lui et il se fait des auto-compliments en permanence. C'est assez fou. Et à côté, vous avez Vance qui secoue la tête parce que malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose de plus. Oui, Zabou, mi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette interview, Donald Trump revient à l'origine de son histoire d'amour avec J.D. Vance, en disant ouais, je lui ai apporté mon soutien en 2020 c'était les primaires pour
les primaires pour gagner au Sénat dans l'Ohio. Et c'est vrai, c'est grâce au soutien de Donald Trump que J.D. Vance a été élu péniblement dans l'Ohio, où il a fait un plus mauvais score que Donald Trump, donc il a perdu une partie des électeurs Donald Trump qui ont voté pour Donald Trump président, mais pas pour J.D. Vance dans le même bulletin, dans le même ticket, ils n'ont pas vraiment voté pour lui, donc ce qui veut dire que même dans son état d'origine, il n'est pas forcément la personne la plus appréciée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette campagne, je vous en parlais, cette première campagne de J.D. Vance a été entièrement financée par Peter Thiel, qui est un des premiers investisseurs de Facebook. C'est un personnage extrêmement intéressant, extrêmement trouble, extrêmement dangereux. Je vous promets, on en reparlera dans la chute parce que son parcours, aujourd'hui, il est impliqué dans des projets d'intelligence artificielle pour l'armée. Il a investi de l'argent dans le projet de Palantir qui est un projet d'écoute. On parlera de Peter Thiel. Mais en tout cas, c'est lui qui a financé la première campagne de J.D. Vance en 2020. Donc on retrouve derrière aujourd'hui son accession au ticket. Et la première fois que Donald Trump doit venir apporter son soutien financier à J.D. Vance, ça se passe à la Donald Trump. On va écouter la vidéo et puis je vais vous dire sûrement pourquoi. C'est parti. They're waiting for one race. You know, we've endorsed Dr. Oz. We've endorsed JP, right? JD Mandel, and he's doing great. They're all doing good. They're all doing good. Voilà, c'est en 2020 et Donald Trump est incapable de prononcer le nom de J.D. Vance qui devient JP. JP, Jean-Pierre, donc JP et qui devient Mandel à la place de Vance. On ne sait pas comment, mais en tout cas, c'est la première fois. Pourquoi ? À l'époque, et la nouvelle était passée complètement inaperçue, un candidat républicain avait révélé que parce qu'il n'avait pas réussi à avoir le soutien de Donald Trump, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, il avait relevé le fait que Donald Trump se faisait payer par le candidat, la campagne du candidat qui souhaitait avoir son financement et que en fin de campagne en 2020, Donald Trump venait soutenir à peu près tout le monde et n'importe qui, une grande quantité de candidats qui, du coup, versaient leur contribution à Donald Trump. Donc, est-ce que Thiel, en 2020, a versé une contribution au nom de JP Mandel, mais en tout cas, ça s'est passé. Voilà, donc en 2020, on était, je sais pas son nom, 4 ans plus tard, c'est son colistier. On va voir qu'en 2020, Vance a acheté le double package. Il a eu Don et Don Junior. Donc c'est le premier tweet qui est en 2022. C'est un petit peu plus tard. C'est pour les élections intermédiaires et donc c'est de dire que voilà. Donald Trump Jr. qui se fend son tweet. Il y a des dizaines de tweets du même esprit. C'est pas quelque chose d'extraordinaire avec tous les candidats républicains pro-MAGA et donc qui se conclut. Voilà, c'est un vrai. C'est un bonhomme. C'est un bonhomme Donald Trump. C'est un bonhomme J.D. Vance et c'est pour ça que mon père et moi nous lui apportons notre soutien. Le problème de J.D. Vance, et c'est là où on peut douter de la capacité de Donald Trump d'avoir choisi le bon VP, et je vous le répète, c'est quelque chose que Jean-Marc Léger dans l'émission de samedi vous a mis en avant. Le choix du VP est un moment extrêmement important de la campagne, pas vraiment pour les effets qu'il a sur le candidat. On estime qu'un VP peut apporter 1 à 2 points. C'est important dans une élection serrée, 1 à 2 points à un candidat, mais parce qu'il démontre pour la première fois
surtout lorsqu'on est un candidat et qu'on n'a pas le pouvoir, la capacité à gérer le pouvoir dans quelques années, de prendre de bonnes décisions. Et le choix d'avoir pris J.D. Vance démontre exactement le contraire. Il démontre que Donald Trump, comme on l'a vu pendant 4 ans avec le balai incessant de personnes nommées, puis renvoyées, et puis critiquées, puis des fois qui sont revenues quelques années plus tard par Donald Trump, on démontre que ça n'a pas changé et qu'il va choisir des personnes quasiment de manière impulsive ou avec d'autres intérêts contre l'avis général, contre l'avis du parti, et c'est souvent une catastrophe. Et là, dans J.D. Vance, c'est d'autant plus une catastrophe que pendant des années, avant de comprendre est-ce que ces motivations sont réelles, je ne juge pas des motivations de J.D. Vance, ou elles sont électorales, la seule manière de se faire élire dans l'Ohio, il souhaitait une carrière électorale, était d'aller dans le camp de Donald Trump, alors que 4 ans plus tôt, il était contre Donald Trump. Mais le résultat, c'est que lorsqu'il a vendu son livre, lorsqu'il a fait la promotion de son autobiographie romancée, on va dire, il s'est affiché ouvertement contre Donald Trump, en expliquant que Donald Trump était un danger, que c'était quelqu'un de humainement détestable, qu'il entraînait le pays au bord du précipice, que c'était l'équivalent américain de Hitler, etc., etc. C'était ses positions de 2016 à 2018-2019, avant qu'il rentre dans le moule MAGA. Et évidemment, la venue de J.D. Vance sur le ticket a fait ressortir toutes ces anciennes déclarations et a obligé des moments complètement fous. On va voir une vidéo de Fox News qui est obligée de l'interroger sur ses anciens propos. Donc vous imaginez, vous êtes spectateur de Fox News, vous vivez dans cette espèce de bulle où vous avez le sentiment que tout va bien, vous n'avez aucune idée de qui est vraiment J.D. Vance, parce que depuis des années, depuis 4 ans, on vous le vend comme quelqu'un de pro-Trump et d'encore plus à droite que Donald Trump, et d'un coup, vous découvrez cette séquence-là. This is an evolution, and I know you've been asked about this before, about past comments that you've made about Donald Trump. You've said, I'm a never Trump guy, never liked him, terrible candidate, idiot if you voted for him. Might be America's Hitler, might be a cynical a-hole, cultural heroine, noxious and reprehensible. Those are things. Donc, c'était le premier signe de questionnement autour de J.D. Vance. Le fait qu'il faille assumer ses propos anti-Trump et devoir les expliquer. En politique, c'est une règle. Lorsqu'on doit expliquer une décision, lorsqu'on doit revenir sur une décision, lorsqu'on doit revenir sur des propos et les expliquer, c'est toujours négatif. Et c'est peut-être pour ça que, à la sortie de la convention républicaine, alors que historiquement, qu'ils soient démocrates ou républicains, les VP se retrouvent avec une cote favorable de plus 19 en moyenne. On a vu que Sarah Palin, vous vous en souvenez, avait eu un plus 25 dans les sondages. J.D. Vance se retrouve avec une cote négative de moins 6. Et c'est là que les médias sociaux et ce fameux humour dont je vous ai parlé comme une arme de Donald Trump en 2016 contre une arme de Donald Trump il y a encore quelques semaines contre Joe Biden, va se retourner contre le choix de J.D. Vance et contre du coup le choix fait par Trump, et va naître cette fameuse polémique de J.D. Vance et de ses prétendus
je vais vous détailler ça évidemment, relation sexuelle avec des fauteuils, des divans, des sofas. On en parle tout de suite après. Voilà, donc on va commencer par une précision qui est importante et qu'il faut garder en tête, qui paraît folle d'être dit comme ça, mais J.D. Vance, en tout cas de ce que l'on sait, n'a jamais eu de relation sexuelle avec un divan. D'accord ? Ça part d'une blague sur les réseaux sociaux, Reddit et X. Donc je sais que certains experts de plateau se sont fait embarquer dans ça et n'ont pas vérifié et sont venus vous dire ou ont écrit sur leur compte Twitter que oui, ça venait de quelque chose que J.D. Vance avait écrit dans sa biographie. C'est faux. Il y a eu des faux extraits qui ont circulé sur les réseaux sociaux, mais J.D. Vance n'a jamais raconté dans son livre, n'a jamais raconté aucune relation sexuelle avec un divan. Mais ça n'a pas empêché l'histoire de démarrer, et depuis une semaine, et donc de Reddit à Twitter, en passant désormais par TikTok, c'est devenu un sujet d'humour, de blagues, de rumeurs complètement folles, de ces relations, de cette prétendue, qui est fausse, relation sexuelle, de ces fameuses confidences qui n'existent pas, de J.D. Vance, de son attirance pour un sofa. Et ça se traduit comment désormais sur les réseaux sociaux. On va voir différents mèmes qui ont été mis. Je vous en ai mis juste 2 ou 3 qui pour vous expliquer le genre de mouvement organique qui au départ ne vient pas, qui a même pris de surprise la campagne Kamala Harris et le Parti démocrate, même si évidemment ils ont trouvé une manière très habile de surfer, oui c'est du couch surfing, de surfer sur cette polémique-là. Là, ce sont simplement des usagers qui ont décidé de faire de l'humour sur le sujet. Et c'est dévastateur pour une campagne. On peut mettre des millions de dollars d'un côté dans un spot publicitaire. On ne peut pas lutter contre ça. On ne peut pas lutter contre des milliers et des milliers de posts qui prétendent que vous avez eu une relation sexuelle avec un divan, avec un sofa, avec un fauteuil. C'est impossible. Je vais vous montrer maintenant, c'est J.D. Vance, très 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 bien joué, bravo. Je vais vous montrer maintenant une vidéo. On va couper le son malheureusement pour des raisons de copyright, sinon on va se faire censurer par YouTube. Le genre de vidéo qui fait le tour sur TikTok. Donc voilà, vous comprenez même sans le son de quoi il est raison, de quoi on parle ici. Donc de l'intérêt prétendu de J.D. Vance pour les fauteuils. Pourquoi c'est un sujet qui est important ? Par rapport à son impact, un impact qui a forcé Associated Press à venir faire un article pour expliquer non, J.D. Vance n'a pas eu de relation sexuelle avec un divan. Imaginez ce titre qui sort de l'espace.
Hein, J.D. Vance n'a pas eu de relation sexuelle avec un divan. L'article a été supprimé après par Associated Press en disant que il ne correspondait pas à leur souci d'exigence, de telle sorte qu'on ne peut pas affirmer que J.D. Vance a eu une relation sexuelle avec un divan. Il aurait fallu reformuler ça différemment, de dire J.D. Vance n'a jamais écrit qu'il a eu des relations sexuelles avec un divan. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur les sites spécialisés dans le fact-checking, c'est une des questions qui est les plus demandées, les plus visitées. Donc c'est de savoir, vous allez sur snopes.com qui justement traite toutes les rumeurs, et donc ils ont été obligés eux aussi de leur côté de préciser que non, dans son livre, il ne raconte pas qu'il a eu de relations avec un divan. Donc c'est devenu, il y a cet effet boule de neige qui est de plus en plus important, qui met le candidat dans une position difficile et qui pose la question de se dire aussi mais pourquoi Internet s'est enflammé aussi rapidement? Pourquoi ce truc complètement fou a pris autant de poids? C'est parce que quelque part, et ça paraît, c'est complètement fou de le dire comme ça, mais quelque part, cette histoire avait de la crédibilité. C'est-à-dire que du peu qu'à cette époque-là, on connaissait du personnage de J.D. Vance, ses déclarations contre Trump, ses changements après, quelques-unes de ses positions complètement extrémistes, on s'est dit, pourquoi pas? S'il y a un homme politique qui peut avoir des relations sexuelles avec un divan, c'est J.D. Vance. Et ça, c'est terrible. Et c'est terrible parce que d'un coup, J.D. Vance a eu l'attention que la campagne Trump souhaitait. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé, comme on s'intéresse toujours au lendemain de la convention, au VP, comme on s'est intéressé à Michael Pence et ce qu'il a porté au ticket de Donald Trump en 2016. Et il a joué un rôle crucial pour rassurer une partie de l'électorat, et entre autres l'électorat de la droite religieuse, qui était assez effrayé par le passé de Donald Trump, et entre autres ses multiples adultères. Et donc là, il y a eu cette attention pour J.D. Vance, mais pour les mauvaises raisons. On a commencé à parler de J.D. Vance. Le sujet de J.D. Vance est devenu numéro 1 aux États-Unis sur les réseaux sociaux parce que toutes ces blagues sur lui et les divans. Et du coup, une fois que le spot, la lumière était sur J.D. Vance, ça a été l'occasion de revisiter ses positions politiques. Plus de revisiter ce qu'il a dit sur Donald Trump, mais revisiter ses positions politiques. Et aussi d'autres posts, entre autres un tweet sur la sexualité des dauphins, mais du coup de revisiter le personnage J.D. Vance. Qui est J.D. Vance et quelles sont ses positions aujourd'hui? Et c'est là que on passe de la fiction J.D. Vance a eu des relations sexuelles avec un fauteuil à la réalité, les positions de J.D. Vance. Et on va commencer, Thomas, c'est le prochain dossier, on va commencer par ses positions, par exemple, sur l'avortement. Ce qu'on s'est rendu compte sur l'avortement, c'est que J.D. Vance avait, et là aussi c'est une erreur de préparation de la campagne Donald Trump, c'est que la campagne Donald Trump n'avait pas nettoyé son site internet comme on le fait d'habitude avant l'annonce de J.D. Vance. Et donc quand J.D. Vance a été annoncé comme colistier, immédiatement on s'est précipité sur son site internet pour voir quelles étaient ses positions sur tous les sujets, et on arrive sur la page de l'avortement. Et donc sa position est extrêmement claire,
c'est qu'il veut la fin de l'avortement. Il est 100% dans cette position, dans ce choix là. Non seulement il soutient le choix de la Cour suprême d'avoir éliminé Roe v. Wade et à la place d'avoir fait la décision Dobbs, donc il rend la décision aux États, et du coup, lui, il va encore plus loin. Il va encore plus loin. Et s'il n'y a pas ce spot qui est mis sur Vance et les fauteuils, Vance et les divans, on s'intéresse moins à ses positions. Et sa position sur l'avortement, elle est qu'il ne doit pas y avoir d'exception. Si vous avez été violé, si vous êtes une mineure, y compris quelqu'un qui a 11, 12, 13 ans, si vous êtes victime d'adultère, vous ne pouvez pas avoir un recours à l'avortement. Donc, position complètement extrémiste sur ce sujet-là, qui est un sujet qui est extrêmement vif parmi l'électorat américain, qui a permis en 2023 aux démocrates de faire de très bons scores dans les élections intermédiaires, et il va encore plus loin. Dans un enregistrement audio, lorsqu'il a participé à un podcast, parce que la spécialité de Vance était de participer à tous ces podcasts qui prolifèrent dans la sphère MAGA, donc d'aller parler à une audience captive encore plus extrémiste, donc peut-être il y a une surenchère à ce moment-là, mais donc dans son discours, il est revenu sur le fait qu'il faudrait peut-être poursuivre les femmes qui vont en dehors de l'État se faire avorter. On écoute J.D. Vance. Okay, look, here's a situation. Let's say Roe versus Wade is overruled. Ohio bans abortion, in 2022 or let's say 2024. And then, every day, George Soros sends a 747 to Columbus to load up disproportionately black women to get them to go have abortions in California. And of course, the left will celebrate this as a victory for diversity. That's kind of creepy. Health justice is when we exterminate working class black people. Something like that that would be a really weird turn of events that could happen. Yes. And it's like, if that happens, do you need some federal response to prevent it from happening? Because it's really creepy. And, I'm pretty sympathetic to that, actually. Donc voilà. Donc cet extrait, c'est du condensé J.D. Vance qui nourrit la base MAGA sur ses pires pulsions. Donc il explique que si par exemple on est avant la décision, mais on anticipe la décision du fait que Donald Trump a nommé 3 juges à la Cour suprême, il dit voilà, si on revient sur ça, qu'est-ce qui se passe si George Soros, fantasme de l'ultra-droite américaine, finance des avions qui viennent récupérer des femmes principalement noires, donc il y a du racisme dans cette déclaration-là, il n'y a aucun doute là-dessus, pour les amener en Californie. Donc effectivement, en Californie, le territoire de la gauche ultra, ça va être un des thèmes retenus contre Kamala Harris dans la campagne, pour les faire avorter. Et là, J.D. Vance dit, mais il faudrait peut-être un mécanisme fédéral. Je suis sympathique, je suis favorable à cette idée qu'il y ait un mécanisme fédéral pour empêcher ces femmes d'aller se faire avorter en dehors de l'État ou de les poursuivre. Donc, parce qu'il y a eu J.D. Vance et les fauteuils, d'un coup, ce genre de propos qui sont extrêmement graves, racistes, misogynes et dangereux sont mis en avant. Et c'est pas tout. Il y a aussi d'autres propos de J.D. Vance qui vont être mis en avant suite à toutes ces accusations. Ok, tu es sur l'avant de la scène, tu es arrivé pour les mauvaises raisons, cette histoire de fauteuil, on va profiter
on va profiter de ce moment-là. Et donc, on va sortir, par exemple, sur le mariage et le divorce. Le fait que J.D. Vance est opposé au divorce, y compris dans les cas où la femme est victime de violence de la part de son mari. On écoute ça tout de suite. And this is one of the great tricks that I think the sexual revolution pulled on the American populace, which is this idea that, like, well, okay, these marriages were fundamentally, you know, they were maybe even violent, but certainly they were unhappy. And so getting rid of them and making it easier for people to shift spouses like they change their underwear, that's going to make people happier in the long term. And maybe it worked out for the moms and dads, though I'm skeptical, but it really didn't work out for the kids of those marriages. And I think that's what all of us. Voilà, donc autre position radicale de Vance qui d'un coup se retrouve sur l'avant de la scène. Et puis il y a, et c'est là qu'il y a la première rupture au sein même du Parti républicain. C'est intéressant parce que ce ne sont pas ces propos-là qui vont alerter le Parti républicain, mais ce sont les propos suivants où il fait partie, comme Elon Musk, comme Peter Thiel, il fait partie de ces blancs américains qui sont persuadés qu'il y a le fameux grand remplacement qui est en cours, et il faut compenser ce grand remplacement par une natalité plus importante, de faire encore plus d'enfants. Ce qui est ironique, c'est que lui est marié avec une indienne, il élève ses enfants, et c'est très bien, c'est formidable dans le culte hindou, mais en tout cas, il a ses positions publiques lorsqu'il intervient lors de conférences MAGA, lors d'émissions MAGA, qu'il faut encourager les Américains blancs à avoir plus d'enfants. Et où il y a une rupture avec le camp MAGA, c'est qu'il va aller très loin dans ses déclarations, que apparemment la campagne Trump, d'après ce que l'on sait, d'après les indiscrétions, savait qu'il existait des déclarations, mais n'était pas allé aussi loin de savoir que ces déclarations étaient publiques, et apparemment il y a d'autres choses qui se préparent dans les jours à venir, ce qui pose encore des questions, hein, quand on revient à l'argument principal de l'importance du choix du VP, comme nous l'expliquait Jean-Marc Léger, c'est de se dire, ok, c'est une décision importante de la campagne Trump, et ils se sont ratés, ils n'ont pas fait ce travail d'enquête. Et donc, dans ce travail d'enquête, ils auraient dû découvrir que non seulement Vance veut surtaxer les personnes qui n'ont pas d'enfants, et donc là, on a eu vraiment des influenceurs républicains qui n'ont pas d'enfants, qui ont dit « Mais attendez, c'est qui cet idiot ? Pourquoi il fait partie du ticket ? Je n'ai pas d'enfants. Pourquoi je paierai plus pour que les autres aient des enfants ?» Donc, première rupture. Et deuxième rupture, il est allé encore plus loin en souhaitant réformer le mode électoral américain. En se disant, les Américains avec enfants, ils sont plus impliqués dans l'avenir du pays, et donc ils devraient avoir plus de poids de manière électorale. Oui, vous avez bien compris, ce que souhaite J.D. Vance, c'est que plus vous avez d'enfants, plus vous avez de poids. Ça rappelle dans les années 60, il y avait cette même volonté au niveau des milliardaires texans qui voulaient une réforme du code électoral, dans le sens qui était de dire, ok, plus on a d'argent, plus on devrait avoir de votes. Lorsque un citoyen normal a un vote, un milliardaire devrait en avoir 10, devrait en avoir 15, parce que il est plus impliqué dans la société américaine, parce qu'il crée des emplois, parce qu'il a de l'argent, etc. Chez J.D. Vance, pour séduire encore plus la droite religieuse américaine, c'est plus vous avez d'enfants, plus vous avez de bulletins de vote. On écoute J.D. Vance. When you go to the polls in this country as a parent, you should have more power
you should have more of an ability to speak your voice in our democratic republic than people who don't have kids. Let's face the consequences and the reality. If you don't have as much of an investment in the future of this country, maybe you shouldn't get nearly the same voice. Now, people will say, and I'm sure the Atlantic and the Washington Post and all the usual suspects will criticize me about this in the coming days. Well, doesn't this mean that non-parents don't have as much of a voice as parents? Doesn't this mean that parents get a bigger say in how our democracy functions? Yes, absolutely. Donc voilà, toutes ces déclarations qui ont échappé aux médias et qui apparemment ont échappé à la campagne Trump au moment de leur choix, qui ont échappé volontairement aux médias parce que, par exemple, sur l'avortement, lors de la convention, lors de la convention républicaine, évidemment, on n'en a pas parlé. D'un coup, parce que il y a eu en amont ces blagues sur J.D. Vance et son sofa, apparaissent sur l'avant de la scène et viennent imprimer dans le cerveau des électeurs. Je vous rappelle que les premiers bulletins de vote pour l'élection présidentielle américaine, c'est dans 40 jours. Et donc, d'un coup, parce qu'il y a eu cette attention, parce que J.D. Vance est devenu trending sur tous les réseaux sociaux, parce que toutes les émissions de télé en ont parlé, toutes les émissions de télé ont fait des blagues sur ce sujet-là, d'un coup, la réalité de J.D. Vance apparaît au public. Et il y a de multiples déclarations, mais il y en a une qui vient de le mettre dans une tempête complètement folle. C'est un extrait d'une interview chez Tucker Carlson, lorsque Tucker Carlson était à l'époque encore chez Fox News, où J.D. Vance pointe du doigt une catégorie de la population comme étant une catégorie à problème qui explique selon lui pourquoi le pays ne fonctionne pas. Ce sont les femmes sans enfants et propriétaires de chats. On écoute. But look, what I was basically saying is that we're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. And it's just a basic fact. You look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children. And how does it make any sense that we've turned our country over to people who don't really have a direct stake in it? I just wanted to ask that question and propose. Voilà, donc c'est un moment où il est candidat pour l'Ohio, où il a besoin, qu'il soit sincère ou pas dans ses déclarations, où il a besoin de faire cette déclaration-là pour venir exister politiquement et séduire cette base qui va aller voter par lui. Mais aujourd'hui, ces déclarations-là, et en plus qu'il a répété au-delà de Fox News, il a pris le même exemple en parlant des journalistes qui aujourd'hui sont obligés qui sont obligés de lui offrir une vitrine. Bah en fait, on sait qu'il a eu les mêmes propos sur les journalistes. Et donc cette totalité de ces déclarations sur les femmes qui sont la partie la plus importante de l'électorat américain. Comprenez bien, il y a plus de femmes qui votent aux États-Unis que d'hommes. Donc là, aujourd'hui, ces déclarations-là qui ont trouvé un écho parce que, d'abord, il y a eu Vance et les fauteuils, ben finalement, ont réveillé toute une partie de l'électorat qui se sont dit, ok, il vient de nous provoquer, il en a rajouté
une couche en expliquant pour sa défense qu'il n'avait rien contre les chats et rien contre les chiens, c'est sa réponse officielle à ces propos-là, cet électorat-là, les femmes sans enfants ou les familles sans enfants qui sont propriétaires de chats ou pas, on a vu avec le post de Jennifer Aniston sur Instagram, ont décidé de venir faire payer J.D. Vance. Et ça, on va le voir dans la prochaine partie de l'émission, c'est ce qui effraie le plus, Fox News et une partie du Parti républicain qui craint qu'en réveillant cet électorat-là, le sort de Donald Trump en novembre vient d'être scellé. On se retrouve tout de suite. Voilà, nous revoilà. Merci beaucoup d'être aussi nombreux au rendez-vous. Je vous rappelle de venir vous abonner à notre chaîne sur YouTube. C'est complètement gratuit. Cliquez sur la sonnette de notification. Effectivement, les canapés, les chats, c'est une émission de feu. Et vous allez voir, ce n'est pas terminé. Je voudrais remercier très rapidement dans la catégorie des super chats, super stickers. Chantal, merci beaucoup pour son super chat et qui nous remercie d'avoir toujours l'heure juste. Merci à toi Chantal. Merci également à Dimitri pour son super chat habituel, c'est très apprécié. Et merci aussi à JF pour son super stickers. On va partir tout de suite avant de continuer sur notre dossier J.D. Vance et vous allez voir, il y a du lourd, il y a du beau et comment ce dossier-là est en train d'entraîner Donald Trump dans sa chute. On va partir en mode breaking news avec cette déclaration de la campagne de Kamala Harris qui a expliqué que Kamala Harris allait se présenter au débat du 10 septembre parce que le débat avait été prévu et que vous savez que Trump toute la semaine a expliqué que lui n'irait pas et donc Kamala Harris a dit nous on sera là, on sera sur le plateau et on verra ce qui va se passer. Donc je voulais vous montrer la réaction de Jon Ossoff, c'est un sénateur de la Géorgie qui lui avait fait exactement la même chose et c'était une des manières qui avait permis de gagner. Et il y avait un débat de prévu avec un républicain pro-MAGA, Loudermilk, et Loudermilk n'était pas venu et donc on avait eu ce débat, cette image complètement folle de Jon Ossoff en train de participer à ce débat-là. Donc voilà, strong move. Donc voilà, breaking news, la campagne de Kamala Harris, les choses ont changé. On est en train de prendre Donald Trump à son propre jeu et donc de dire, ok, il ne veut pas venir, on verra, nous, on y sera. Vous imaginez cette image complètement folle, le 10 septembre, c'est encore une raison de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la sonnette de notification parce que ça vous permettra de venir nous suivre et de voir si Donald Trump débarque ou pas lors de ce débat. Mais en tout cas, le camp, ce qui a vraiment changé, c'est que le camp, et on va voir, ça correspond à ce que je vais vous raconter, le camp Kamala Harris est à l'offensive lorsque avant le camp Biden était plus sur la défensive. L'attaque a changé de camp. On va retourner tout de suite sur notre dossier J.D. Vance et la question, pourquoi la question est venue se poser de savoir si
il faut virer Donald Trump, elle vient de deux raisons. Elle vient de la manière dont le camp républicain a réagi à toutes ces réactions et le fait que les vidéos dont je vous ai montré ont été vues par des millions de personnes sur Internet. Et elle vient de l'utilisation. Donc on part d'un mouvement qui est organique. Hein. La campagne Kamala n'est pas à l'origine de J.D. Vance et les sofas. Ce mouvement-là tombe sur quelque chose que, évidemment, la campagne Kamala Harris va attiser, qui sont, ok, maintenant que vous regardez qui est J.D. Vance, en plaisantant, voilà le vrai J.D. Vance. C'est ce qu'on vient de faire. Et ça arrive à un troisième point, qui est de se dire comment on peut attacher Donald Trump à tout ce que l'on dit sur J.D. Vance. Je vous le disais tout à l'heure, si les mèmes et les vidéos sur J.D. Vance a des relations sexuelles avec un canapé ont autant fonctionné sur les réseaux sociaux, c'est parce que il y a toute cette image autour de J.D. Vance sur le fait que il paraît étrange, il est étrange. Ça vient de ses déclarations, de ses changements d'opinion, de ses changements de nom, de ses changements de look. Le fait que lui aussi, comme Donald Trump, est adepte du maquillage. Hein, on a vu ses yeux. Allez regarder sur les réseaux sociaux. Il y a plein de photos de J.D. Vance qui utilisent du eyeliner pour ses yeux, etc., etc. Et donc, il y a cette idée de se dire que J.D. Vance est étrange. J.D. Vance est weird. C'est le mot anglais. Et ce weird, ce concept de étrange, on s'est dit, mais en fait, grâce à J.D. Vance, c'est un concept qu'on peut attacher à Donald Trump. Et c'est là que ça devient vraiment problématique, c'est lorsque ce concept, qui est fait pour attaquer le colistier, devient un nouvel angle d'attaque qui fonctionne avec le public, de dire non mais regardez, Donald Trump, entre le maquillage et les déclarations sur Hannibal Lecter, les déclarations sur les requins et les requins et les batteries électriques, Donald Trump est étrange. Et d'un coup, cette définition de Donald Trump est étrange est devenue un élément de langage des démocrates. Tout ça grâce à cette histoire de fauteuil. Je vais vous montrer un montage où il y a tous plusieurs extraits de démocrates qui, ces derniers jours, comme par hasard, au milieu de leurs phrases, ont choisi cet adjectif pour qualifier J.D. Vance et Donald Trump. On écoute ça tout de suite. Just in the past few days, Democrats have kind of organically settled on a new attack line against Donald Trump and J.D. Vance. Basically, these guys are just plain weird. You know there's something wrong with people when they talk about freedom, freedom to be in your bedroom, freedom to be in your exam room, freedom to tell your kids what they can read. That stuff is weird. They come across weird. They seem obsessed with this. We're using this fake living room to talk to you about a super weird idea from J.D. Vance. Yeah, it's not, I mean, it's quite weird. But what was weird was him joking about racism today and then talking about Diet Mountain Dew. Who drinks Diet Mountain Dew? On the other side, they're just weird. I mean, they really are. Some of what he and his running mate are saying, well, it's just plain weird. Donc voilà. Pendant toute la campagne de Joe Biden, l'angle d'attaque contre Donald Trump
qui était un véritable angle d'attaque sur le fond, était de dire Donald Trump est un ennemi de la démocratie. Mais c'est quoi un ennemi de la démocratie? Concrètement, ça veut dire quoi? Comment on connecte un électeur en disant attention, si vous allez voter pour Donald Trump, c'est un ennemi de la démocratie. C'est extrêmement difficile. Lorsque Kamala Harris est rentrée en campagne, elle a reformulé son message. La première chose, ça a été de dire « Je suis une ancienne procureure ». C'est la bataille du procureur contre le condamné. Prosecutor versus felon. Donc ça, c'était le niveau. Et là, maintenant, parce qu'il y a eu tout ça sur J.D. Vance, on rentre dans une nouvelle dimension qui connecte avec les lecteurs, qui est de dire « Mais attendez, le problème de J.D. Vance et le problème de Donald Trump, ce sont des mecs bizarres. Ce sont des mecs bizarres. Leur position là de vouloir contrôler, de vouloir interdire les déclarations des uns, les déclarations des autres, tout ça c'est bizarre. Et lorsque vous êtes un électeur américain indépendant ou qui s'intéresse pas vraiment à la campagne, vous êtes obligé de connecter avec ce thème-là. Parce que oui, effectivement, vous allez sur les réseaux sociaux, on vous parle de J.D. Vance avec son canapé. Vous allez sur les réseaux sociaux et il y a un extrait de Donald Trump qui, meeting après meeting, parle de Hannibal Lecter comme si c'était un ami et comme si c'était un personnage réel. Donc oui, ces gens-là sont weird. Et donc on va voir dans le terme de communiqué de presse, par exemple, la plupart des communiqués de presse depuis, de la part de la campagne Harris et de la campagne Harris pour l'instant, parce qu'on ne sait pas le nom du colistier, vont dans ce sens-là. Regardez, A Weird Night on Fox News, une nuit étrange sur Fox News. Et où ça devient un problème pour les républicains, c'est que non seulement c'est un thème qui connecte avec l'électorat, c'est très dur de lutter quand il y a un terme qui organiquement connecte avec l'électorat là, mais du coup, ça force les médias, y compris Fox News, de réagir là-dessus. Et la pire des choses, c'est par exemple, on va voir ce matin, Fox News est obligé de venir poser une question à J.D. Vance, savoir est-ce qu'il est étrange. Et en posant la question, on remet une pièce dans le système, on remet une pièce dans le jukebox. Ça permet du coup, les gens se disent, mais attendez, pourquoi on pose cette question-là? Et on va vérifier sur les réseaux sociaux, on va vérifier sur Google, et on arrive à toutes ces informations que je vous ai montrées. C'est extrêmement brillant. Donc on va écouter Vance sur Fox News ce matin. There's a new insult out this week that her and her husband have been using towards you, calling you weird. Does that hurt your feelings? How do you feel about that? No, not at all. It doesn't hurt my feelings. En forme, on voit que même sur Twitter, on va voir le tweet fait par Vivek. Donc il faut savoir que c'est le parti républicain a toujours fait la tendance MAGA en disant mais on n'en a rien à faire de vos sentiments, allez pleurer de votre côté, ça nous fait même plaisir de vous voir pleurer. Et là, on essaie de se dire non mais arrêtez, c'est complètement juvénile et stupide et gamin de dire que J.D. Vance et Trump sont étranges. Ce tweet-là, vu par 4 millions de personnes, c'est la preuve que le message fonctionne et est en train d'handicaper le Parti républicain. Je vais vous montrer un autre exemple. Je vais vous parler de Lindsey Graham tout à l'heure. Lindsey Graham, je vous ai expliqué que jusqu'au bout, il a essayé de convaincre Trump de choisir un autre colistier que J.D. Vance. Ce week-end, il était sur Fox News obligé de défendre J.D. Vance. Et où vous voyez que les démocrates ont trouvé une arme pour contrer Trump et Vance, c'est que dans la question, la manière dont on pose la question, on est obligé de remettre en avant le fait qu'ils sont étranges.
Et donc, pour le spectateur qui regarde ça, c'est une sorte d'effet Streisand inversé qui se dit « Mais attendez, c'est quoi cette histoire? Pourquoi on dit qu'ils sont étranges ?» Et là, il se connecte sur Internet, où il en parle autour, où il va voir sur Facebook, où il va voir sur Twitter, et il se rend compte de pourquoi, du fauteuil aux déclarations folles de J.D. Vance, on estime que ces gens-là sont étranges. On écoute la question à Graham, et puis la réponse qui suit, qui est de la langue de bois politique habituelle, mais écoutez comment cette question est problématique. Let's turn to the presidential race, Senator Graham. You just heard from Senator Schumer. He called your colleague in the Senate who's on the ticket, Senator J.D. Vance. He called him weird. He called him extreme. And he said he wonders if your close friend, former President Trump, sitting there this morning wondering, why did I pick this guy? But it's not just Democrats, Senator. Let me show you something from the Wall Street Journal editorial page. We know you read that. They said Senator Vance's recent comments smack of smart aleck cracks that get laughs in certain right-wing male precincts, but it doesn't play well with millions of female voters, many of them Republicans. We're talking about Senator Vance talking about childless Americans in political leadership in recent days, among other controversial comments. Voilà, donc, j'espère que je m'explique bien, mais on voit ce qui est en train de se passer, c'est que même pour devoir répondre à ces accusations de étranges et de revenir sur les propos de Vance, on est obligé de les répéter. Et donc, à chaque fois qu'on répète ces propos-là et qu'on reprend ces lignes d'attaque, c'est une victoire pour la campagne de Kamala Harris. C'est aujourd'hui la situation extrêmement complexe dans laquelle se trouve la campagne de Donald Trump, et donc qui va, on vient de le voir, le journaliste de Fox citait un article du Wall Street Journal qui expliquait que certains des propos et ces attaques contre les femmes, par exemple, c'était une catastrophe. On va écouter Fox News, et oui, c'est Fox News qui critique désormais, et c'est là qu'on est passé, et c'est pour ça que hier, quand on discutait des sujets d'émission, on a décidé avec Thomas et Cody de basculer sur ce thème de Trump va-t-il virer J.D. Vance, parce que dans la réalité, on est passé de critiques sur les réseaux sociaux à des critiques dans la presse, et désormais des critiques ouvertes contre J.D. Vance sur Fox News. Alerte rouge. Alerte rouge. On écoute la vidéo tout de suite. I've watched that interview many times, and you should too, in full, and draw your own conclusions. When that interview surfaced, two things leapt to my mind. Those of us who talk for a living make mistakes. We say things that in hindsight we might phrase differently or better or not at all. And then I thought about a stormy day at Reagan National Airport where I met two women desperately trying to get home to South America. I was trying to get home to South Carolina. We spent the whole day together, finally making it to Charlotte, and then somehow we got them on a flight to Houston. They were headed to visit family in South America before returning to their new home called America. And when we parted ways, they said they'd like to pray for me as their way of saying thanks for the day spent together. And I assured them it's too late to help me. But I do have a friend who's expecting, and she got some tough news about her unborn child. Would they please pray for her instead? And they did, and they still do to this day. They're Catholic nuns, childless, dedicated to God, love this country, living lives of service to others. And it's not just Catholic nuns. Some of the finest people I know don't have children. Teachers and guidance counselors and lawyers and doctors, and they love other people's children enough to teach and guide and protect and minister to them. Some people choose not to have children. Others desperately want them, but they can't. In a moment, we'll speak with Senator J.D. Vance. We have never met before, but we have many friends in common who tell me that he is smart and he is talented and he is more than capable. None is perfect, no, not one. That's what the good book says. And the American people are forgiving if we ask. Donc voilà, c'est un moment extrêmement
important de cette campagne. C'est lorsque Fox News est en train de remettre en question les propos du colistier de Donald Trump. On en est au moment où Fox News est en train d'expliquer que ce n'est pas un problème de ne pas avoir d'enfants aux États-Unis, qu'on peut aimer autant le pays. Hein. C'est une réponse directe à toutes ces vidéos qui sont sorties de J.D. Vance qui expliquent que les parents sans enfants devraient avoir moins de droits et payer plus d'impôts. Donc c'est un véritable problème qui vient toucher une partie de l'électorat républicain. C'est un véritable handicap. Et pour que Fox News en parle, c'est que l'heure est grave. On a un deuxième extrait sur le même sujet pour vous montrer combien la campagne Trump est en difficulté. What Donald Trump called Kamala Harris dumb. That was a profound mistake, in my opinion. Women react to that kind of thing, and so they should. I mean, don't you think he should tone down the language? And okay, get through to the central message, by all means, but tone the language down. He said he was going to be nice, and then he says, oh, I'm not going to be nice. I think that's a mistake. Donc voilà, donc le résultat de cette remise en question de J.D. Vance, c'est qu'aujourd'hui, Fox News ose remettre en question la stratégie électorale de Donald Trump. Ça s'est jamais passé avant. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu des mèmes de l'humour sur J.D. Vance et le canapé. Aujourd'hui, on est en train de dire « Ah, peut-être que Donald Trump ne devrait pas dire que les femmes sont stupides parce que il devrait peut-être être moins agressif dans son propos parce que ça handicape ses chances de gagner l'élection. » Donc voilà, on est parti de quelque chose de complètement faux, qui était amusant ou pas, qui paraissait plausible pour certains, le fait que J.D. Vance avait des relations sexuelles avec son canapé, pour présenter au public de multiples déclarations extrémistes de J.D. Vance, et il y en a d'autres, et ce n'est pas terminé, pour finalement arriver au moment où on arrive à associer la campagne Trump-Vance à cet objectif de se dire « mais ce sont des gens étranges ». Est-ce qu'on peut voter pour des gens étranges qui s'attaquent aux femmes, qui s'attaquent aux couples qui n'ont pas d'enfants, dont certains essaient depuis des années d'en avoir, qui s'attaquent aux personnes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants, qui veulent poursuivre les femmes qui, elles, vont avorter en dehors d'États où c'est interdit. Une campagne qui traite les femmes de stupides. Cet ensemble d'éléments-là fait qu'aujourd'hui, on peut légitimement se poser la question de l'avenir de J.D. Vance sur le ticket républicain. On en parle dans quelques secondes. Donc Trump va-t-il virer J.D. Vance? Est-ce que Trump va convoquer J.D. Vance à Mar-a-Lago et va lui dire « You're fired ». C'est impossible de le savoir. C'est impossible de le savoir, mais
ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que techniquement, c'est possible. Il doit agir extrêmement vite. Je vous ai expliqué que les premiers bulletins de l'élection présidentielle partent le 6 septembre, je crois, en Caroline du Nord. Donc, il faut le temps de les imprimer, de les fabriquer, etc. etc. Donc, il a en gros 2 semaines pour prendre cette décision-là. Le texte du Parti républicain l'autorise à changer de colistier s'il désire le faire. Et puis, même si ce n'était pas le cas, on sait comment le Parti républicain est au service aujourd'hui de Donald Trump, donc on pourrait trouver une raison. Il y a eu un cas historique en 1972 où les démocrates, après 19 jours, ont choisi de remplacer le colistier après les révélations sur le fait qu'il était déprimé et qu'il avait eu un traitement aux électrochocs. Ça ne leur a pas porté bonheur, ils ont perdu l'élection contre Richard Nixon dans la foulée. Aujourd'hui, on est arrivé au point où les blagues contre J.D. Vance ont permis la révélation de véritables déclarations de J.D. Vance, ont fait qu'aujourd'hui, la question de la légitimité de J.D. Vance a quitté les réseaux sociaux pour débarquer sur le Wall Street Journal et sur Fox News, et parmi les rangs de certains républicains qui écrivent à ce sujet-là et qui s'interrogent à ce sujet-là sur la nécessité ou pas de garder. Il y a un des arguments qui est souvent mis en avant, qui est de dire oui, mais Trump ne le fera jamais parce que ça sera avoué qu'il s'est trompé. Je vous renvoie à la présidence Trump pendant 4 ans, où il a renvoyé des gens qu'il venait d'engager en expliquant que c'était les personnes les plus compétentes, les meilleures, etc., pour dire après qu'en fait c'était des incapables. Donc c'est pas quelque chose qui le gêne. 2, il pourra toujours trouver des excuses. Ça peut être un départ du côté de J.D. Vance pour des raisons X ou Y. L'excuse, c'est de se dire évidemment que les règles ont changé parce que les démocrates ont choisi de changer de candidat après la convention. Il y a des tas d'excuses pour le faire. Le fera-t-il ? Je ne le sais pas. Il risquerait de se couper de cet afflux de centaines de millions de dollars promis par les argentiers derrière la montée de J.D. Vance. Mais il y a un moment, et ce moment c'est sûrement dans la semaine qui arrive et le début de la semaine prochaine, où on risque de voir les effets négatifs autour de J.D. Vance venir toucher Donald Trump dans les sondages. Et je peux vous assurer quelque chose. Si Donald Trump a le sentiment que toute cette polémique autour de J.D. Vance est en train de le toucher lui, et est en train de limiter ses chances de gagner en novembre, Donald Trump n'hésitera pas une seconde. Donc, en théorie, pour répondre, c'est peu probable, mais c'est possible. Et vous savez une chose, si vous suivez la chute depuis ces derniers mois, c'est que dans cette campagne folle, tout est possible. Joe Biden, je vous le rappelle, le dimanche, qui était dimanche il y a une semaine, où il a annoncé qu'il renonçait à la candidature, le matin même, son directeur de campagne était sur les plateaux de télévision pour assurer que Joe Biden était candidat. C'est une campagne folle, tout est possible, y compris un changement de colistier. Et c'est bien pour ça qu'il faut s'abonner à la chaîne et cliquer sur la notification, parce que, sincèrement, je ne serais pas surpris qu'on ait une édition spéciale prochainement pour annoncer le départ de J.D. Vance. On verra. Encore une fois,
on va rapidement le savoir si Donald Trump baisse trop rapidement dans les sondages et que ces enquêtes démontrent que c'est lié au boulet J.D. Vance, Donald Trump s'en séparera. Voilà, c'était l'épisode 17 du récap de la chute. Thomas me signale que... Ah, c'est trop tard, mais bon. C'est pas grave. C'était l'épisode... attendez, 2 secondes. Il y a un sondage, c'est ça? Il y a un sondage, voilà. Trump va-t-il changer son VP? Ah ben c'est un sondage proposé par Cody, très intéressant. Non à 56%, oui à 43%, hein, c'est au 44%. C'est pour vous montrer vraiment, c'est partagé. Très sincèrement, ça aurait été il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans, il y a 16 ans, je vous dis non, c'est impossible. Aujourd'hui, tout est possible. Dans tous les cas, c'est alerte rouge au niveau de la campagne, Trump. Les dégâts sont là. Fox News est obligé d'en parler. La campagne Trump, hein, on a vu tout à l'heure le faux panneau publicitaire Weird and Weirder, donc étrange et encore plus étrange. Donc voilà, la campagne des bizarres est établie. C'est le qualificatif. Si ce qualificatif reste collé à la campagne trop longtemps, Donald Trump devra faire quelque chose. Voilà. C'était l'épisode 17 du récap de la chute. Je vous recommande une dernière fois de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la notification. Je tiens à vous remercier. Cody va venir, bien évidemment. Je tiens à vous remercier pour vos soutiens, que ce soit via Super Chat, via Super Thanks, lorsque vous nous regardez en replay, vous avez été très nombreux aussi comme ça, via Super Stickers. Je voudrais aussi vous rappeler de cliquer sur le pouce si l'émission vous a plu, de nous laisser un commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir de les lire après l'émission et ça nous aide pas mal. Je veux aussi remercier celles et ceux qui ont pu profiter de leur nouvel emoji aujourd'hui dans celle de J.D. Vance, et on imagine Donald Trump qui a dû balancer du ketchup de partout lorsqu'il a dû entendre ce dimanche Fox News parler du problème J.D. Vance et comment il handicapait désormais sa campagne. Donc merci à celles et ceux qui ont rejoint les chutistes. Je vous invite aussi à aller voir la chute.info si vous voulez nous soutenir de manière régulière et nous rejoindre sur notre chat où on va discuter. Je vais aller me connecter immédiatement après l'émission pour l'after de la chute pour aller discuter du cas J.D. Vance. On se retrouve peut-être demain, on va voir, ça va dépendre de l'actualité. On vous tient au courant. Merci encore, merci pour vos partages, merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Vraiment, vous nous envoyez de la force. C'était l'épisode 17 du récap de la chute. Bonne soirée.